Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse pour vous retrouver pour cette interview de la semaine avec Florence Bernard. Nous allons parler des difficultés relationnelles en lien avec l'hypersensibilité. Alors, les personnes douées, les personnes, hautement sensibles, évidemment, vous savez, on est tous des êtres humains, je ne vous apprends rien. Et moi, ce que j'entends quand même assez souvent, c'est que, beaucoup de personnes, disent que c'est leur haut potentiel ou leur, hypersensibilité qui fait qu'elles ne vont pas bien, que les choses sont souffrantes, qu'elles sont difficiles. Moi, je ne partage pas forcément ça et c'est de ça dont on va, parler, effectivement aujourd'hui, parce que ce qu'on a pu constater, c'est que quand un enfant grandit en insécurité parce qu'il n'est pas entendu, parce qu'il n'est pas écouté, je vous le redis souvent, parce qu'il n'est pas compris, parce qu'il n'est pas validé, cela génère un attachement inadéquat et peut avoir des conséquences sur la vie, adulte. Et c'est ce dont nous allons parler avec Florence Bernard, que je suis très heureuse d'accueillir, aujourd'hui pour, cette interview. Bonjour Florence. Bonjour Nathalie. Très contente de t'accueillir aujourd'hui, un moment, important, puisque, tu es, entre autres, la fondatrice ou la cofondatrice plutôt, du, sommet, alors attends, il y a beaucoup de choses dans le sommet, on va y parler du trauma redis-moi le truc en entier. Trauma, attachement et résilience. Donc Voilà, on fait un OK. gros package. Tu es également psychothérapeute, hein, et donc c'est, à ce Oui. titre-là que j'ai eu envie de t'inviter, aujourd'hui pour parler effectivement de, ce côté, relationnel. Alors moi, j'ai une première question à te poser, c'est comment on pourrait expliquer ou pourquoi tu penses que quand on est concerné par la haute sensibilité, on peut avoir plus de difficultés, relationnelles que d'autres personnes? Ça serait quoi pour toi la réponse? Alors c'est un vaste sujet évidemment. On pourrait en parler pendant des heures. Il y a effectivement, comme tu l'as dit, justement, parfois on croit que c'est dû à notre état ou à notre manière de penser, parce qu'on sait que voilà, avec le haut potentiel, il y a, ou en tout cas et la haute sensibilité, il y a énormément de caractéristiques qu'on retrouve et qui font état de difficultés relationnelles. Mais si on va plus loin, en fait, si on creuse un peu, j'ai récemment lu une étude là-dessus qui était vraiment passionnante sur notamment les styles d'attachement et la détection du haut potentiel et le niveau du haut potentiel. Et clairement, il y a un lien, mais c'est pas si évident en fait. Donc en fait, ce qu'il faut regarder, c'est d'abord comment on construit notre système relationnel, comment on construit notre manière d'être avec soi-même, avec les autres, avec le monde. On arrive au monde câblé avec un certain nombre de neurones, avec une manière de justement un système, ce qu'on appelle un système d'attachement. On pourrait parler des heures de la théorie de l'attachement, mais c'est une théorie qui a été développée par John Bowlby, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, il a défini en fait des catégories de styles d'attachement. Et il a découvert qu'en fait, on arrive au monde en tant que bébé comme avec un attachement et un système d'attachement qui va en fait nous permettre d'aller chercher la proximité de la maman, ou en tout cas de la personne qui s'occupe de nous, ce qu'on appelle le caregiver en anglais. Et donc ce système d'attachement, il est déclenché chez le bébé quand il y a une insécurité, de la peur, de l'inconfort. Et donc il va, avec tout ce qu'il a à sa disposition, des pleurs, des mouvements, le regard, le sourire, il va aller chercher sa figure d'attachement pour que sa figure d'attachement déclenche chez elle ce qu'on appelle le caregiving, donc la capacité à prendre soin de l'autre, pour que la maman ou la figure d'attachement réponde à ses besoins. Et donc, il va apprendre petit à petit que quand il fait et quand il pleure, il y a la maman qui va venir, qui va s'occuper de lui. Quand il a faim, elle va lui donner à manger, etc. Et donc, quand il y a un bon ajustement entre ses besoins et la réponse de la mère ou de la personne qui s'occupe de lui, quand il y a une bonne réponse, quand les besoins sont compris et entendus, et on dit toujours qu'il faut que ce soit suffisamment bon, suffisamment ajusté, alors il va construire petit à petit un système d'attachement sécure. Ce qu'on appelle, nous, un système d'attachement sécure, qui est donc cette capacité je peux exprimer mes besoins, et il y a quelqu'un qui va y répondre. Et petit à petit, je vais apprendre aussi à répondre à mes propres besoins.
Le problème, c'est quand on n'a pas ça, on n'a pas cette bonne réponse, pour plein de raisons. Il se peut que la réponse soit pas adaptée. Elle peut être une surréponse. C'est-à-dire que, en fait, le parent va répondre aux besoins avant même qu'ils soient exprimés. Et donc, il y a quelque chose qui va être envahi chez le bébé. Ou au contraire, ne va pas répondre quand le bébé a des besoins, ou va répondre de manière inadéquate. C'est-à-dire de temps en temps, il va répondre, de temps en temps, il va pas répondre. Et donc, ça va créer des styles d'attachement, soit sécure, si c'est adéquat, soit insécure, si c'est pas adéquat. Sachant que ce style d'attachement insécure, c'est en fait une manière pour le bébé, pour nous, de trouver de la sécurité. Donc, soit je vais dire, en fait, chaque fois que j'ai une demande, il n'y a personne en face, donc je vais ne compter que sur moi. Et on retrouve ça beaucoup chez les hauts potentiels. Donc, je me détache en fait de mes besoins. Soit j'inhibe complètement mes besoins, soit petit à petit, je construis un truc où de toutes les façons, je suis seule au monde et il n'y a que moi qui peux répondre à mes propres besoins. Et donc, je me détache, ce qu'on appelle l'attachement détaché. Mais c'est juste parce que sinon, je vais exprimer des besoins qui vont pas être répondus et ça va créer vraiment de l'insécurité, de l'inconfort. Et donc, ça, je veux pas. Et donc, il se trouve que chez les enfants à haut potentiel et à haute sensibilité, il y a une capacité à comprendre ça très, très vite. Et donc, à développer cet attachement dit insécure, ou plutôt désorganisé, non, plutôt insécure organisé, c'est-à-dire que c'est une réponse adéquate du bébé à quelque chose qui n'est pas adéquat. Et avec cette intelligence ou cette compréhension plus fine du monde, cette réponse-là va arriver plus vite et va s'ancrer très fortement dans notre système et dans notre système d'attachement. Et il se trouve que on va retrouver ça, ce système d'attachement qu'on va développer chez les bébés, en tant que bébé entre 0 et 2 ans, 3, c'est vraiment ces années qui sont critiques, on va le retrouver à l'âge adulte. C'est-à-dire que si bébé, on a appris à répondre à soi, que la personne en face ne répond pas à ses problèmes d'attachement, enfin à ses besoins, alors à l'âge adulte, on va avoir tendance à s'occuper tout seul, à ne pas compter sur les autres, et donc on va louper pas mal de relations dont on a besoin, parce il y a le système d'attachement, et puis on pourra en parler aussi, ce que la théorie polyvagale apporte aussi dans ce système-là. On est fait pour aller chercher chez l'autre de la sécurité à travers ce qu'on appelle la co-régulation en théorie polyvagale. Donc ces deux, en fait, théorie de l'attachement et théorie polyvagale se répondent et se complètent, pour arriver à l'âge adulte avec deux systèmes, attachement et polyvagal, qui sont au service de notre relation pour essayer de nous maintenir dans un maximum de sécurité. Mais ça, c'est le premier cas, c'est l'attachement organisé mais détaché. L'autre cas, c'est au contraire, on va surjouer, on va suractiver notre système d'attachement pour aller chercher. Donc, on va avoir des enfants très anxieux, qui vont tout le temps crier, pleurer, demander, être très très fort en demande, et qui ne sont bien que quand la figure d'attachement, la mère ou le père ou le parent, est proche. Et donc, on confond ça parfois avec la fusion, mais il y a quelque chose de ça, de la fusion. On n'est bien que dans la fusion. On le retrouve un peu moins, a priori, chez les enfants, les hauts potentiels. Et puis, il y a après ce qu'on appelle le désorganisé, où là, on ne sait pas ce qu'on a en face. Et donc, de temps en temps, on va avoir une réponse adéquate, de temps en temps pas. Et donc, on va jouer sur ces deux tableaux tout le temps. Et on va avoir des bébés qui sont parfois complètement absents, parfois très présents, ou ça va faire des enfants qui sont souvent assez turbulents et qui, à l'âge adulte, on sait pas, on sait plus, est-ce qu'on peut faire confiance à l'autre? On fait pas, on fait trop confiance, on se retrouve avec des gens qui sont parfois toxiques. Donc, en fait, c'est vraiment le creuser, vraiment la base de ce qu'on va vivre après à l'âge adulte. Et ça, c'est souvent lié à un environnement qui n'est pas adéquat, que ce soit l'environnement affectif, mais ça peut être aussi l'environnement social, ça peut être ce qui se passe dans les négligences. Les négligences, c'est pas forcément l'abus, la violence, mais ça peut être juste je suis pas là, ou je suis là, je suis pas là, ou une maman dépressive, ou un papa qui n'est jamais là. Donc il y a plein de choses. Et en fait, on croit que
on a des difficultés relationnelles qui sont en lien, et pour rebondir à ta première question, des difficultés relationnelles qui sont en lien avec notre douance ou notre haute sensibilité. Et en fait, non, en fait, les racines sont beaucoup plus profondes. Et c'est vraiment important de comprendre ça. Et c'est là où on fait le lien avec le trauma, que ce soit le trauma du développement, qui sont en fait toutes les adversités qui vont arriver dans la petite enfance et qui vont nous conditionner ou qui vont s'inscrire dans notre mémoire implicite, c'est-à-dire la mémoire à laquelle on n'a pas accès, mais qui est là tout le temps et qui crée en fait notre manière d'être au monde, notre système de croyances. Ça a vraiment des influences sur tout, absolument tout. Bon, je parle beaucoup, mais... Oui, mais c'est super intéressant et je vois que notre public réagit. Et la question que je me pose et que je vois que le public pose également, c'est est-ce qu'il y a moyen de changer ça quand on a grandi, quand on a démarré la vie comme ça? Est-ce qu'il y a moyen de changer ça à l'âge adulte? Alors oui. Définitivement oui. Ça peut être très long parce qu'effectivement ce qui est ancré dans les premières années de la vie, c'est ancré très profond dans le cerveau. Ce que François Ledos, il appelle le cerveau du bas, ce que Stephen Porges et Deb Dana, et ce qu'on communément on appelle le système nerveux autonome. C'est ancré là et c'est ancré aussi dans le siège de notre mémoire implicite, c'est-à-dire celle à laquelle on n'a pas accès, qui est vraiment très profond dans nos structures cérébrales anciennes, vraiment dans le cerveau limbique et puis le début du cerveau reptilien, là, je mets toujours, c'est vraiment le bas du cerveau. Et donc c'est ancré très profond. Donc pour accéder à ces endroits-là et modifier ces impacts en fait d'un début de vie parfois difficile, il faut du temps, il faut souvent l'aide d'un thérapeute. Ça c'est indispensable. Et c'est vrai qu'il y a pas mal, de plus en plus de thérapies qui se développent autour de la théorie de l'attachement, qui inclut aussi, donc effectivement, qui tiennent compte du trauma, ce qu'on appelle les traumas informés, les attachements informés, qui tiennent compte aussi du système nerveux autonome, donc autonome informé. C'est-à-dire qu'en fait, des thérapeutes qui ont cette notion-là et qui vont aller repérer dans les comportements ou dans ce que un patient va amener en thérapie. Et je vais parler d'autre chose, parce qu'il n'y a pas que la thérapie. Donc, ce qu'un patient va amener en thérapie va repérer en fait ces éléments et va voir comment il peut petit à petit recréer de l'attachement sécure, soit en tant que thérapeute, et devenir cette figure d'attachement sécure que le patient n'a pas eu dans sa petite enfance, ou renforcer l'environnement qui est un attachement sécure pour la personne. C'est-à-dire mettre l'accent et mettre le focus et dire, mais en fait, regardez, là, dans votre relation, cette relation-là, c'est une relation sécure. Profitez-en, nourrissez-vous de ça, amplifiez ça, allez chercher ce qu'on appelle la co-régulation, c'est-à-dire je suis pas bien, j'ai besoin d'un autre qui est bien, qui est sécure, qui est dans son ventral. On pourra reparler de ça, mais qui a ce ventral accessible, donc cette sécurité accessible, et qui peut nous permettre de digérer en fait cette insécurité qui arrive et qui a souvent des racines très profondes. Donc ça, c'est dans la thérapie. Dans la vie, en fait, vu qu'on nous sommes des êtres sociaux, on est fait pour les relations, on est fait pour être en relation avec les autres, on va dans notre vie rencontrer des gens qui vont être ces figures d'attachement qu'on n'a pas forcément eues dans l'enfance. Ou alors, nos parents vont petit à petit aussi sortir. Alors, une maman dépressive, elle n'est pas forcément dépressive toute la vie. Et donc, dans ces comportements qui vont changer, ou dans ces personnes qu'on va rencontrer qui ont cet attachement sécure, et donc qui ont ce caregiving qui peut être activé, c'est-à-dire je peux venir prendre soin de toi quand t'es pas bien, même petit à petit, le cerveau va enregistrer ça. Et petit à petit, les mauvais câblages du début vont se modifier. Voilà. Donc on peut vraiment à la fois dans nos relations et dans nos thérapies. Quand c'est vraiment très profond, évidemment, bon, je suis thérapeute, tu l'es aussi. Tu sais combien c'est important. Souvent, on n'y arrive pas tout seul. C'est important d'avoir quelqu'un qui sait ça, qui connaît ça et qui peut nous accompagner. Oui, tellement.
Tellement, merci, merci pour ce partage, Florence. Alors, la question qui peut se poser maintenant, c'est, il y a toute une série de personnes qui sont des parents qui nous écoutent, hein, des parents Ouais. hypersensibles. Comment on peut être un parent qui amène de la sécurité? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ouf, c'est un vaste programme évidemment. Je pense que déjà se dire, moi c'est vraiment quelque chose que je dis à mes patientes, que je dis à mes amis, que je dis aux personnes qui disent de toute façon j'ai pas fait ça bien. Parce que c'est vrai que quand on commence à parler de ces théories-là, on se dit oui, j'ai pas fait bien. Non, j'ai pas fait bien. J'ai traumatisé mes enfants, ou je suis en train de les traumatiser. Je sais pas comment faire pour. En fait, quand il est tout le temps en train de me demander quelque chose, je m'énerve. Je devrais pas m'énerver, mais j'arrive pas. Donc ça, c'est. Il y a plusieurs choses. C'est avoir cette notion que il faut une maman suffisamment. C'est John Bowlby qui disait ça. Il faut une maman suffisamment. Il me semble que c'est lui. Peut-être que je me trompe, parce que moi, il est non, ça fait deux. Mais il faut une maman suffisamment bonne, un parent suffisamment bon, donc qui répond à suffisamment, ou suffisamment de fois aux réponses aux besoins de l'enfant. Et on parle de plus ou moins 60%. Donc, ce qui laisse quand même une large marge d'erreur. Et puis, comme on apprend aussi de nos erreurs, c'est aussi dans l'adversité que l'enfant se construit. C'est parce que le besoin n'est pas forcément répondu qu'il va commencer à aller chercher des solutions ailleurs. Et donc ça participe au développement de l'enfant. Donc ça, c'est vraiment pas un problème. C'est ayez confiance en vous, soyez attentifs et écoutez aussi ce qui se passe en vous. Est-ce que là, je suis dans un état où je peux avoir une réponse? Est-ce que quand je commence à crier sur mon enfant, ou quand je m'énerve, ou quand j'ai juste envie de l'envoyer, qu'il aille chez ses parents, ses grands-parents, ou son autre parent si on est divorcé, ou qu'il aille c'est pas un problème. Mais écoutez ce qui se passe pour vous, en fait. Écoutez cette voix qui vous dit, en fait, là, c'est pas vraiment, c'est autre chose qui est en train d'arriver. C'est autre chose qui est touchée. C'est souvent, et ça, c'est, soit on va le traiter en thérapie. Parce que moi, je dis que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants, c'est d'aller traiter nos propres traumas. Comme ça, on leur met ils vont avoir les leurs, c'est déjà beaucoup, on en a tous. On peut aller traiter aussi tout ce qui se passe en transgénérationnel, hein, puisque on porte aussi les traumas de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. On parle de 5 générations, hein, de remonter dans le transgénérationnel. Tout ça, il faut nettoyer en fait le terrain. Je trouve que c'est important. Donc ça, c'est fondamental. Si on veut être des bons parents, soyons des parents les plus régulés possibles. Donc régulés dans le sens où apprenons à réguler nos émotions. Moi, j'aime pas la notion de gestion des émotions. C'est quelque chose qui me plaît pas. Mais je trouve que la régulation, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire avec est-ce que cette émotion-là, elle est vraiment en lien avec ce qui se passe dans la scène, ou est-ce qu'elle est en lien avec autre chose? Est-ce que je peux faire le distinguo? On peut aussi faire appel il y a un modèle qui, pour ceux qui me connaissent très très bien, l'IFS, toi tu connais, tu as été formé aussi. L'IFS, c'est le système familial intérieur. C'est cette notion que, en fait, on n'est pas un et unique, on est multiple à l'intérieur, on a des parties. Et ces parties, en fait, elles sont là pour nous protéger, et pour protéger, en fait, des parties de nous qui sont plus vulnérables. Et si on peut dire là, déjà même à un enfant, pouvoir dire, en fait, là, j'ai une partie de moi qui est en train de s'énerver. Et donc l'enfant va entendre, maman, c'est pas juste la personne énervée en face de moi. Maman, je dis maman parce que je suis maman, mais papa, ou même quand on est prof, coach, thérapeute, peu importe. La personne qui est en face de moi, elle n'est pas énervée, elle a juste une partie. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres ressources accessibles. Et si, quand je commence à pouvoir dire j'ai une partie de moi qui est énervée, je commence à pouvoir la prendre, la mettre de côté, et pouvoir faire appel à cette intelligence du cœur, et être en relation avec l'autre en disant ok, ma partie énervée, je peux m'en occuper, je peux te crier dessus, et si je te crie dessus, c'est vraiment parce que, pour plein de raisons, mais en fait je suis dans le lien du cœur avec toi. Voilà. Il peut y avoir donc ça, je pense, c'est vraiment 2-3 points importants. C'est une maman, un parent suffisamment bon, apprendre à réguler ses émotions et aller chercher des ressources pour se co-réguler. On se co-régule pas tout seul, on a besoin d'un autre pour être co-régulé. Et écouter, en fait, cette petite musique intérieure, ou se dire tiens, j'ai une partie qui s'énerve, mais j'ai aussi une partie qui a envie de bien faire. Et déjà ça, c'est fondamental.
Ouais. Ah, ça permet de lâcher la pression, de se donner des Mmh. autorisations, parce que finalement, on n'est jamais que des êtres humains. C'est tellement important de se le rappeler dans ce sens-là. On vise pas à la perfection, c'est tellement, tellement de pression. Donc, Ouais, ouais. ouais. C'est vrai que le perfectionnisme est quelque chose qui est compliqué pour les personnes à haute sensibilité et les hauts potentiels. Ça fait partie des mais il y a un perfectionnisme qui est OK, Mmh mh. qui est bon. C'est bon de vouloir faire mieux, hein, Jusqu'à et un donc ça, on certain va dire point. que Mmh mh. c'est Mmh mh. un perfectionnisme adapté. Ouais. Et puis il y a un perfectionnisme qui est inadapté. Et on peut dire ça de toutes les émotions. Il y a la colère qui est adaptée et la colère qui est inadaptée. Et donc tous nos comportements. Et le perfectionnisme inadapté, c'est souvent que j'ai dû aller vers me montrer comme un enfant parfait parce que sinon j'avais pas l'attachement, j'avais pas le caregiving, j'avais pas l'attention dont j'avais besoin pour grandir comme il faut. Et donc ce perfectionnisme insécure, on le retrouve On retrouve effectivement à l'âge adulte et on le retrouve chez les parents parce qu'en plus il y a une pression de la société sur il faut bien élever ses enfants, il faut leur faire plein de choses, il faut que si, il faut que ça, et puis il faut pas s'ils sont traumatisés, alors ça va faire des adultes traumatisés, et donc même nous en fait quelque part quand on commence à parler de tout ça, on remet un peu de pression sur les parents en disant il faut que vous soyez parfait parce que sinon votre enfant, vous avez vu ce qu'il va transporter. Et là, et donc ça crée des burn-out parentaux. Donc on a beaucoup de burn-out parental aujourd'hui. ouais, Donc il y on a en des parle de plus études en qui plus, sont, hein. on en parle de plus en plus, il y a des études qui sont faites. Donc il y a juste le burn-out, c'est pas juste le boulot, c'est tout. Et donc dans notre boulot de parent, ben, on est aussi en burn-out parental parce que on a cette espèce d'impératif d'être des parents parfaits. Et c'est, moi je dis mais lâchez-vous la grappe quoi, Ouais. lâchez la pression. Mais tellement, enfin, plusieurs orateurs du congrès qui ont plusieurs fois, re sont revenus avec ça et merci de le repréciser. Je suis sûre que ça fait beaucoup de bien. Vous pouvez mettre des petits cœurs dans le direct si vous voulez pour, nous confirmer que ça vous Ouais. fait du bien, mais voilà. Ouais, donc merci aussi de dire oui, c'est Winnicott, c'est pas qui a parlé de mère suffisamment bonne et qu'on peut vraiment mais adapter à toutes les situations. Un parent suffisamment bon, un compagnon, un partenaire suffisamment bon, un ami ou une amie suffisamment bonne. On fait tous des erreurs et c'est OK. Ouais, Voilà. oui, oui. Alors, tu as des proches qui sont concernés par la haute sensibilité, tu as accompagné des patients autistes, Oui, et de plus en plus. et tu vois certaines difficultés relationnelles. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, c'est assez, fabuleux. J'ai commencé à m'intéresser à l'autisme, grâce à une personne qui se reconnaîtra, heu, même 2 personnes qui se reconnaîtront, je sais qu'elles sont là. Hem Et il se trouve qu'à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à ça, parce que ça revient puis et en fait, je me suis rendu compte aussi que dans toutes les conférences que j'ai pu faire, comme tu as dit, pour Quantum Way, où il y a souvent cette question de l'autisme qui revient. Donc c'est vraiment quelque chose qui concerne finalement beaucoup plus de gens que ce qu'on croit. Et en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'autisme, j'ai compris beaucoup de choses aussi de nos propres difficultés relationnelles et aussi de notre j'ai l'impression que à un moment donné ou à un autre, en tout cas quand on est concerné par la haute sensibilité, le haut potentiel, j'en suis certaine, on a tous des parties autistes, Ouais. tous. Ouais. Et quand on commence à comprendre en fait ces difficultés que alors c'est vrai que moi je ne rencontre que des autistes Asperger, hein, donc ou dit à haut niveau, donc qui ont un potentiel intellectuel, qui n'ont pas de difficultés de langage, de compréhension, d'expression verbale, etc. Donc je parle pas beaucoup, je connais moins l'autisme sévère, même si dans les études et les formations que j'ai pu faire sur l'autisme sévère, en fait, j'ai retrouvé des choses, notamment ce besoin de sécurité, ce besoin d'être contenu, ce besoin d'être... Et c'est assez extraordinaire parce que les autistes sévères, quand ils sont en crise, pourraient arriver à faire retomber en fait la pression, parce qu'en fait c'est juste une question de pression dans le cerveau. Il y a trop d'informations qui arrivent, il y a trop de choses à gérer, tout arrive au même niveau. Le problème de l'autisme, c'est ça, c'est que toutes les informations, et c'est là où la haute sensibilité arrive, c'est que en fait tous les sens convergent et donc toutes les informations de tous les sens arrivent et ont au même niveau. Il n'y a pas de hiérarchie possible dans les informations.
qui crée en fait un encombrement du système du cerveau, qui fait qu'à un moment donné, il n'y a pas d'autre solution que de se couper de la relation, ou de se mettre en colère, ou de crier, ou de taper du poing. Donc il y a vraiment souvent des comportements très excessifs qui sont en fait une manière d'essayer de gérer ce trop-plein. Et chez la plupart des personnes autistes et des enfants, quand ils ont besoin de retrouver de la sécurité, ils collent le haut du dos contre le mur. Et on verra souvent ça. Et ce haut du dos, c'est aussi ce qui est en intelligence relationnelle, on utilise beaucoup pour apaiser en fait le système nerveux autonome. Donc souvent, et ça c'est beaucoup plus efficace que les mots, si on est face à quelqu'un qui va pas bien, à condition de le dire, à condition de le nommer, de le rendre explicite, on peut dire, tiens, si je me mets, est-ce que allez mettre une main dans le dos, juste, et pas les mots, rien d'autre. Et ça apaise, souvent ça apaise, pas toujours. Ou contenez la personne. Les enfants très très colériques, ils ont besoin de vider leur colère, ils ont besoin d'exprimer leur colère, mais dans un contenant sécure. Et donc souvent ce truc de je te prends dans les bras, je te lâche pas, je suis là, ça amène de la sécurité. Et donc voilà, et de la difficulté relationnelle de l'autisme, il y a non seulement ça, mais il y a aussi qu'il y a cette difficulté. En fait, il y a un déficit, et ça on en parlera. Je me suis promis de poser la question à Stephen Porges lors du prochain congrès, là, puisqu'il sera là à nouveau pour parler de la théorie polyvagale. Il a beaucoup étudié ça. En fait, il y a une difficulté de mobiliser son système d'engagement social et de comprendre le système d'engagement social de la personne qui est en face de nous. C'est-à-dire qu'on va capter plein de signaux, mais on va pas être capable de les analyser, de les comprendre. Donc on peut comprendre à l'envers. Donc on va apprendre que si la personne nous regarde comme ça, elle est en colère, mais c'est pas forcément, peut-être que la personne est soucieuse, en train de penser à autre chose. Mais si j'ai appris que ça, c'est quelqu'un qui est en colère, alors je dois me méfier. Et en fait, tout ça, ça va être de l'apprentissage, et cet apprentissage va pas toujours être adéquat non plus. Okay. Voilà, donc il y a cette difficulté relationnelle qui arrive, qui est, je comprends pas toujours les signaux. Oui, c'est comme s'il n'y avait pas le bon filtre, et ce que tu nous dis, c'est que ça s'apprend, en fait. Et ça s'apprend. Alors, il y a beaucoup dans ce qu'on appelle l'apprentissage social. Donc, on apprend par imitation. Merci nos neurones miroirs, hein. On apprend parce que on a quelqu'un en face de nous qui nous guide. Si on est détecté suffisamment tôt, alors, si on a des enfants autistes, où on reconnaît des traits autistiques, moi j'appelle les traits autistiques, tout d'un coup, ce truc où tout d'un coup il y a quelque chose qui ferme, où tout d'un coup il y a besoin de s'enfermer dans sa chambre et de plus entendre aucun son, ou des enfants qui sont souvent en train de se boucher les oreilles. Donc ça, c'est similaire à des traits autistiques. Et donc, quand on a un enfant qui est avec ça, et qu'on comprend d'où ça vient, alors on peut amener de la sécurité, parce qu'en fait c'est ça dont on a besoin. Et on peut dire, voilà, en fait quand la personne t'a dit ça, c'est pas ce que toi t'as interprété, c'est autre chose, c'est pas contre toi, c'est parce qu'elle était occupée par autre chose, c'est pas que tu es une personne mauvaise, ou c'est pas que tu es pas quelqu'un de bien, c'est parce que cette personne-là, elle était préoccupée elle voyait autre chose, ou elle comprenait autre chose. Et donc c'est réapprendre en fait ça, c'est apprendre ces codes sociaux qui, pour la plupart d'entre nous, sont une quasi-évidence en fait. On apprend très vite les émotions, à lire les émotions chez les autres, et on les comprend, et on y répond. Mais chez certaines personnes, on n'apprend pas, c'est pas immédiat. Donc il faut de l'apprentissage. Voilà. Ah, c'est super, parce que c'est porteur d'espoir ce que tu nous partages. Donc merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce sommet qui va bientôt démarrer? Deuxième édition. L'édition l'année passée a déjà été un très très grand succès, en fait, en un temps record. J'ai eu le plaisir d'y participer. Dis-nous un petit peu en quoi ça consiste, ce que ça peut apporter aux personnes qui vont s'y inscrire, venir écouter les orateurs. Dis-nous tout, ou presque. Je vais essayer. Alors, en fait, donc c'est la deuxième édition du sommet Trauma, Attachement et Résilience. C'est notre 1, 2, 3, 4, 5, 4e ou 5e sommet en ligne.
au congrès en ligne. Non, même plus que ça, puisqu'on en a fait aussi en collaboration avec Pessi en Angleterre. Donc, mais ce sommet-là, on y tient particulièrement chez Quantum Way. Donc, on peut dire Quantum Way, on peut dire Quantum Way, on peut dire Quantum Way, l'anglaise. On a du mal à savoir comment le dire. Bref, c'est Quantum Way. Et Quantum Way, on a vraiment eu envie. C'est quelque chose on est dans l'équipe, on est 3 thérapeutes avec des approches assez différentes. On a Jean-Michel Guret qui est plutôt psychologie énergétique, Lise qui est plutôt qui est formée un peu comme moi et comme nous, puisqu'on a fait notre formation ensemble à l'énergétique, mais aussi qui est instructrice en mindfulness, en MBSR, donc à une sensibilité mindfulness beaucoup plus importante, et moi qui ai été formée beaucoup en IFS, théorie polyvagale, et beaucoup thérapie du trauma. On a eu envie, on s'est dit, mais il y a vraiment plein de choses, plein de ressources qui existent dans le monde anglophone. Il y a plein de congrès en ligne avec des orateurs absolument juste extraordinaires. Il y a beaucoup d'études qui sont faites dans le monde anglophone. Et il n'y a pas toutes ces ressources dans le monde francophone. Et donc, la première impulsion, la première envie, c'est de créer ce pont, parce Lise, elle est anglophone. Moi, je comprends très bien l'anglais. Je suis pas tout à fait bilingue, mais je suis assez à l'aise. D'ailleurs, l'étude dont je parlais, on pourrait en parler pendant des heures, de ce que j'ai lu, c'est en anglais, donc et c'est pas accessible en français. Et donc, on a vraiment voulu créer ce pont entre le monde anglophone et le monde francophone. Et puis, puisqu'on allait dans un sens, de l'anglais vers le français, on a dit, bon, on va aussi faire du français vers l'anglais. Et donc, on devient vraiment complètement bilingue. Donc, avant, on était qu'en français. L'année dernière, on a tout fait en bilingue, sauf les 2-3, dont celle avec toi, où en fait on n'avait pas la ressource. Et cette année, on a dit non, maintenant stop, tout est bilingue. Donc tous les francophones sont traduits en anglais, tous les anglais sont interprétés en français. Donc, et chacun peut choisir la langue dans laquelle il veut écouter. Donc si on est à l'aise ou si on a un orateur qui parle bien, on peut se dire tiens, je comprends tout, je les regarde en anglais, je l'écoute en anglais. Et si on veut l'écouter interprété, on va le regarder en français ou en anglais. Donc ça, c'est notre premier truc. C'était vraiment important d'amener toutes ces ressources à un public à la fois de professionnels, mais aussi de particuliers. C'est-à-dire que on veut que toutes ces ressources qui sont accessibles aux professionnels soient aussi accessibles à tout un chacun. Parce que ça ouvre des voies, ça ouvre la voie de ce qu'on appelle, effectivement, ça ouvre la voie de la résilience, ça ouvre la voie à des possibles. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, au dire non, c'est pas parce qu'on a vécu des traumas ou qu'on a eu des problèmes dans l'enfance d'attachement que on peut pas traiter ça et guérir. Et on parle beaucoup en anglais, il y a ce mot healing qui veut dire guérir, mais il y a aussi ce côté traiter. C'est tout le chemin en fait entre la difficulté, l'accident, la peine, le trauma et la guérison. Et donc on couvre vraiment de ça. Donc on va parler trauma, on va parler de ce chemin de guérison, et on va parler de guérison, et on va parler de résilience avec notre figure nationale, Boris Cyrulnik. Mais je pourrais citer chaque intervenant. Donc on a 36 ou 37 intervenants. Wow. 2/3 d'anglophones ou 80% d'anglophones. Beaucoup de thérapeutes, mais pas que. On a aussi, comme toi l'année dernière, été chercher des gens qui sont là qui peuvent venir témoigner aussi de leur trajectoire, ou témoigner de ce que eux ont vu. On a notamment personne qui a beaucoup étudié, enquêté, qui est une journaliste qui a enquêté sur les grands criminels, par exemple. Donc on va parler on a un psychiatre et une journaliste qui vont parler des grands criminels et de leur passé traumatique. On a une pièce de théâtre sur ce que c'est que de faire partie d'une fratrie où il y a un enfant handicapé. C'est une sœur trisomique ou porteuse de trisomie, mais ça concerne n'importe quelle famille. Il y a eu un magnifique livre de Sarah Dupont-Mono qui s'appelle S'adapter, donc qui m'a bouleversée sur qu'est-ce que c'est que comment c'est pour une fratrie, comment c'est quand on a un frère ou une sœur handicapé, et comment c'est quand on a un enfant handicapé. Et donc tout ça, c'est les hors thérapie, hors champ thérapeutique qui pour nous sont vraiment importants. Et puis il y a toutes ces figures
du trauma, de l'attachement, de l'addiction, les créateurs de modèles, comme on a le créateur du modèle IFS, on a Richard Schwartz, on a le créateur du modèle, on a un des pionniers de l'EFT, Dawson Church, on a Joe Dispenza qui a vraiment créé une manière de faire de la méditation qui est très spécifique. On a Lisa Rankin qui a créé la médecine holistique et la médecine sacrée. On a Stephen Porges qui a découvert la théorie polyvagale. Donc on va vraiment parler avec des sommités et puis des gens qui sont vraiment sur le terrain et qui ont, je pense notamment hier j'ai eu un entretien avec une praticienne qui fait de l'EFT, qui travaille beaucoup avec des femmes noires et tout ce qui concerne le trauma transgénérationnel et le trauma racial. Voilà. On va aussi parler de trauma du genre, puisqu'on a aussi une personne trans qui sera là. Et pour nous, c'est important aussi aujourd'hui d'adresser ça. Donc, on essaie d'avoir le maximum de variété possible. On a un rappeur, Ménès Laplume, qui a monté un festival de musique dans un camp de réfugiés. Voilà, donc c'est tout ça. Mais chaque personne individuellement est un coup de cœur. On a une personne aussi qui a fait partie des Boat People, donc qui est vietnamienne d'origine, qui vit aujourd'hui en Alaska, qui a beaucoup travaillé avec Bessel van der Kolk, qui est un des pionniers du trauma. Donc voilà, on a Gabor Maté sur les addictions. Enfin bref. Vous entendez l'enthousiasme. Mais c'est super. Donc, moi, ce que je veux juste vous dire, c'est que c'est pas uniquement des professionnels. D'abord, ce sont le gratin des pros, on peut le dire. Moi, je pense que quand on a fait notre formation, j'aurais entendu tout ça, j'aurais eu j'ai les yeux qui pétillent, mais à ce moment-là, ça n'existait pas. Et donc, voilà, vous avez vraiment le top du top. Personnes de professionnels qui vont parler, mais en plus, il y a ce côté multifacette qui fait que vous avez amené d'autres choses. On n'est pas juste avec des pros qui vont nous parler. Il y a des exemples, il y a des témoignages. C'est très, très varié. C'est en anglais, c'est en français. Ça commence, dis-nous, il y a une avant-première. Il y a une avant-première lundi prochain, le 11, avec un entretien entre Joe Dispenza et Dawson Church. Donc ça, c'est à 21h, heure française, 3h de l'après-midi au Canada, sur la côte est des États-Unis, et midi sur la côte ouest. Donc on commence avec 1 heure d'entretien avec Dawson et Dr. Joe. Donc ça, c'est l'avant-première. Il pouvait pas être disponible et on voulait vraiment qu'il soit dans notre sommet. Et donc on est content de le faire comme ça, pour vous donner un avant-goût de ce que ça va être aussi. Et puis après, on commence vraiment le 18 avril. Donc c'est du lundi 18 avril au dimanche 24. Lundi, on commence lundi, fin d'après-midi pour les Français, donc vers midi, je crois que c'est 18h la première conférence, le lundi 18. Et puis on continue à 20h avec Gabor Maté, et là on a 1h30 d'atelier, donc ça sera interactif. On va demander à les gens de venir dans la salle et de pouvoir poser des questions directement à Gabor Maté. Donc ça, c'est la première journée, l'ouverture, avec ces 2 conférences, Roline McCrathy et Gabor Maté. Et puis après, c'est tous les jours avec une conférence toutes les 2 heures. On commence à 11h, on finit à 20. La dernière conférence est à 21h, donc on finit à 22h30. Tout ça en direct? Tout ça en direct. Wow. On a demandé aux orateurs d'être plus dans une discussion, comme on fait nous toutes les deux là. Très peu de PowerPoint, sauf quand c'est vraiment illustratif. Ce sont pas des cours ex cathedra, c'est vraiment du vécu, c'est vraiment la transmission. On est là avec Jean-Michel, donc on est 2 à animer les conférences, pour ceux qui connaissent Jean-Michel et qui ont été là l'année dernière. On est 2 à animer ces conférences. On est là pour récupérer vos questions aussi, si vous pouvez nous les envoyer avant, et on va mettre un système en place. C'est pas encore fait. Le programme, donc effectivement, c'est de 11h à 23h tous les jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Dimanche, comme il y a les élections françaises et que je voudrais aller voter parce que je suis d'origine française, on commence à 10h, un petit peu plus tôt, avec un atelier danse comme on avait fait l'année dernière, et on va finir avec Boris Cyrulnik la dernière est à 16h pour finir à 17h30, 18h plus maximum. Okay. Voilà. Là, je vous remets le programme. Alors, juste pour dire, si vous voulez, la meilleure manière d'avoir le programme, c'est de vous inscrire. Okay. Oui.
pour vous inscrire, là, vous êtes en train de regarder la vidéo, donc vous n'avez peut-être pas le lien, mais quand la vidéo sera terminée, c'est de toute façon au-dessus de la vidéo, vous allez trouver le lien pour vous inscrire, ok? Vous allez avoir le programme. Juste une question, est-ce qu'il y a des rediffusions ou pas, ou est-ce qu'il faut être en direct? Alors, il n'y a pas de rediffusion. Okay. Il faut être en direct. C'est gratuit à condition d'être là en direct. Ça, c'est voilà, c'est notre. On aime en fait cette énergie du direct. Il y aura un replay, mais le replay est payant. C'est ce qui nous permet de mettre en place tout ça. Parce que vous imaginez, on a 2 interprètes full-time pendant une semaine. J'ai peur qu'il y ait un problème dans ton lien, le lien que tu es en train de mettre, Nathalie. Il y a deux slash après 2022. Il faut un slash. On va voir comme ça, est-ce que ça marche? Donc, regardez s'il y a quelqu'un qui peut tester les 2 liens, parce que je pense... Après, je pourrais mettre une redirection pour être sûr que ça arrive sur ton lien, mais voilà, ce lien-là est bon. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc les replays, en fait, comme c'est que du direct, on a besoin de temps pour remonter les vidéos. Parce qu'on ne veut pas mettre du brut Zoom. On remonte les vidéos avec les enregistrements caméra, avec les enregistrements audio séparés. On fait vraiment du montage pour que ce soit clair pour tout le monde. S'il y a des PowerPoint, on inclut les PowerPoint dans la présentation. Donc, il y a vraiment un gros travail hyper qualitatif pour que le son soit parfait ou le meilleur possible et l'image soit la meilleure possible. Je connais une équipe, je suis sûre de ça. Voilà, et voilà. Dire que j'ai mon... Non, ça va pas. Donc, on est très exigeant avec les orateurs. Et c'est vraiment important pour nous d'avoir un produit. Enfin, c'est 36 conférences. On aborde des sujets importants. On veut que la qualité d'écoute et de visualisation soit la meilleure possible. Donc, voilà. Donc, c'est... le pack qui sera disponible. On espère pouvoir mettre les premières vidéos au bout de 3-4 semaines. Et on se donne 1 mois et demi, je crois, demandera mon instance, pour avoir le pack complet. Ceux qui ont acheté le pack l'année dernière savent, si ça marche avec les 2 slash, tant mieux, c'est bien. Oui, ça marche. Donc vraiment pour avoir un pack d'une très haute qualité, et pour en avoir fait beaucoup. Et j'ai eu beaucoup de retours aussi des personnes qui nous suivent et qui participent. On fait partie du top qualité en termes vraiment de montage vidéo. C'est un vrai monteur qui fait les vidéos. C'est pas on prend Zoom, on copie et on colle. Voilà. Donc voilà. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Excuse-moi. Pardon. Juste une question, à partir de quand est-ce que les personnes peuvent déjà acheter le pack, tu sais? Alors, ils peuvent l'acheter dès maintenant. Ok. Donc, en fait, il y a soit sur la page d'accueil du site, il y a le produit qui s'appelle pack, qui est en promo. On offre 50 € de réduction pour toutes les personnes qui achètent avant et pendant le sommet. Donc même le lendemain du sommet, donc jusqu'au 25 avril, avec une garantie satisfait ou remboursée. Pour nous, ça c'est important, c'est que si vous écoutez le sommet et que ça vous plaît pas, on vous rembourse. 0 problème. Si tout d'un coup vous dites non, c'est pas possible, ça me va pas, ou il y a un problème financier, n'importe quelle raison qu'il soit, avant le début de la mise à disposition des vidéos, on vous rembourse sans aucun problème. On est vraiment sûr que c'est un matériel magnifique et on n'a pas beaucoup de risques à vous proposer cette garantie. Donc, on vous garantit une qualité optimum et vous pouvez être remboursé. Donc, vous pouvez l'acheter dès maintenant et comme ça, vous êtes assuré d'avoir tout ce qu'il faut quand ça va, au fur et à mesure que ça va arriver. Magnifique. Donc, je vous rappelle, quand la vidéo sera terminée, si vous ne voyez pas, donc soit vous êtes sur ma page Facebook et j'ai mis dans les commentaires avec 1 ou 2 slash, ça fonctionne de toute manière. Je viens d'essayer. Et sinon, que vous soyez dans le groupe Facebook ou sur LinkedIn, regardez au-dessus de la vidéo quand elle sera terminée. Vous allez trouver ce lien pour pouvoir vous inscrire. Le sommet est gratuit. Avant-première le 11. Une semaine full, géniale, la semaine du 10
samedi 18 avril. Et puis, si vous voulez acheter le pack pour pouvoir tout réécouter avec une qualité dont on ne doute même pas de l'excellence, aussi bien en termes de contenu qu'en termes de qualité, on va dire technique, pour résumer le mot. Achetez le pack. Si jamais vous vous rendez compte que ça n'est plus juste pour vous, vous pouvez de toute façon vous faire rembourser. C'est ce que Florence vient de nous dire. Mais merci beaucoup, Florence, pour de rien. ce moment d'échange passionnant. Oui. Ouais, dans le pack, juste parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi c'est pas gratuit, pourquoi vous offrez pas comme les autres 48 heures. Voilà, j'ai expliqué, on remonte toutes les vidéos, donc ça c'est pas juste pas possible. Et quand on fait 6 conférences par jour et qu'on finit à 23 heures, on n'a pas le temps de monter les vidéos pour le lendemain. Donc ça, la plupart des congrès qui font ça, c'est c'est des pré-enregistrements. Je sais que toi tu proposes ça, mais c'est vraiment une autre façon de faire. Nous, c'est le choix qu'on a fait. Et il y a 2 options dans le pack. Il y a l'option juste les replays en français et en anglais. Vous avez droit aux 2 versions dans le pack. Et puis il y a une version, ce qu'on a appelé le pack professionnel, mais qui est ouvert à tout le monde, qui n'est pas réservé aux professionnels, parce qu'on a prévu 3 ou 4 séances de masterclass ou Q&A. Et a priori, on a quand même Richard Schwartz ou Dick Schwartz qui fera une masterclass. On a Stephen Porges qui va faire une masterclass. On a une masterclass avec une personne qui n'est pas dans le programme, Stéphanie Kalfa, qui a créé un modèle qui s'appelle le modèle Mosaïque, et qu'on veut absolument vous présenter. Donc on va le mettre dans les masterclass. Et puis Olivier Pied-Fort-Marin aussi, qui viendra faire une démonstration et avec des commentaires de séance. Voilà, donc c'est pour 100 € de plus, vous avez 6 heures ou 7 heures de plus de contenu. C'est expliqué dans le site, j'imagine. Hein, mais voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des questions. Si vous avez la moindre question, info@quantum-way.com. Vous trouvez tout ça sur notre site. Magnifique, merci beaucoup. Voilà. Bon après-midi à tout le monde. Bon merci matin Nathalie. Au Québec. À tout bientôt, Florence. Ouais. Merci d'avoir été là. Merci à bientôt, bye bye. Merci et merci à tous ceux qui étaient là, que je reconnais dans le chat. Et bienvenue aux nouveaux. À bientôt.